cassette ou sur disque, et aussi comment utiliser l'ordinateur pour classer, trier et manipuler l'information de diverses façons. En d'autres mots, nous allons vous montrer que l'ordinateur peut constituer un système extrêmement efficace de classement. Dans notre dernière émission, Yvon avait écrit un court programme, mais malheureusement, lorsqu'il a éteint l'ordinateur, son programme s'est effacé. Un instant, s'il vous plaît. Pas du tout. G-O-T-O, 20 et return. Vous savez ce que j'ai fait? Avant d'éteindre l'ordinateur, j'ai copié mon programme au dos d'une enveloppe. Maintenant, j'achève de le rentrer, ce sera pas long. Mais c'est une très bonne idée, Yvon. Seulement, il y a une meilleure façon de procéder. Ah oui? Ben, peut-être bien, mais je veux quand même m'assurer que mon programme est correct. Alors, 50, print, très bien. Il met... Et voilà. Et maintenant, run. Et return. Découverte du Canada. Alors maintenant, il faut que j'essaye quelques dates. 1223, trop tôt. 1875, trop tard. 1534, très bien. Ça marche. C'était quoi cette meilleure façon? C'en est une qui vous éviterait d'avoir à griffonner vos programmes au dos d'une vieille enveloppe. Oui, je sais, j'aurais pu utiliser une belle feuille blanche, mais je... Il y a une cassette vierge sur la table près de vous. Oui, et alors? Ah, vous voulez dire que cette cassette pourrait... Souvenez-vous, Yvon, que les cassettes pour ordinateur sont tout simplement des cassettes ordinaires. Mais oui, bien sûr. Alors je pourrais enregistrer mon programme sur cette cassette. Alors placez la cassette dans le magnétophone. Oui. Voilà. Maintenant, écrivez Save, S-A-V-E, mais n'appuyez pas sur Return pour l'instant. Bon. Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur les touches Record et Play du magnétophone, et alors seulement appuyez sur Return. Bon, alors, Record et Play. Le programme est en train de se charger. C'est ça, l'ordinateur est en train de transférer votre programme sur la cassette. En anglais, on dit Save. Ah bon? Maintenant, l'enregistrement de votre programme est terminé. Ça n'a pas été long, hein? Effectivement, mais votre programme est très court, Yvon. Oui, enfin, faut pas insister, hein? Maintenant, il est enregistré sur cassette. Appuyez sur Stop et rembobinez la cassette jusqu'au début. Bon, alors, stop. Et rembobiner. Et voilà, bon. Maintenant, retirez la cassette du magnétophone et inscrivez dessus le nom de votre programme. Elementary, my dear Watson. Couverte du Canada. Maintenant, je pourrai récupérer mon programme chaque fois que j'en aurai besoin. Absolument. Maintenant, lorsque vous éteindrez l'ordinateur, vous n'aurez plus à craindre de perdre votre programme puisque vous l'avez sur cassette. Essayez donc pour voir. Très bien. Bon, alors j'éteins. Hein? Alors, voilà. Le programme a disparu. Alors, je mets la cassette dans le magnétophone. Bon. Alors, pour replacer le programme dans l'ordinateur, j'appuie sur Play. C'est exactement ça. Load et Return. C'est ça. Ça y est. Maintenant, l'ordinateur est en train de remettre le programme dans sa mémoire. Exactement. Et maintenant, j'arrête la cassette? Oui, c'est ça. Et une copie de votre programme est maintenant dans l'ordinateur. Pour la voir à l'écran, écrivez List et pour l'exécuter, écrivez Run. List, L-I-S-T, Return. Ça y est, mon programme est là. Run et Return. Découverte du Canada. Ah, très bien. Ah. Et si on résumait ça? D'accord. Pour copier un programme de la cassette à l'ordinateur, il faut appuyer sur la touche lecture, Play, du magnétophone et écrire Load à l'écran. Pour copier le programme de l'ordinateur sur une cassette, il faut appuyer sur les touches Record et Play du magnétophone et écrire Save. Et pour enregistrer un programme sur disque, est-ce qu'il faut mettre un disque vierge dans l'unité de disque et écrire Save? Oui, mais le disque ne doit pas être totalement vierge. Il faut d'abord qu'il ait été formaté. Alors, voyons donc en quoi ça consiste.
La bande d'une cassette est comme un très long rouleau de parchemin. La seule façon d'y trouver un renseignement quelconque, c'est de tout lire du début jusqu'à la fin. Cela vient du fait que les renseignements sont disposés en une longue séquence ininterrompue. Vous n'avez pas de point de repère. On dit que l'on a un accès séquentiel aux renseignements contenus sur cassette. Mais un disque, par contre, est comme un livre. On peut aller directement à n'importe quel paragraphe en ignorant le reste du livre. On dispose de l'accès direct aux renseignements contenus dans un livre ou sur un disque. Mais avant de pouvoir lire ou écrire des renseignements à un endroit précis d'un livre, il faut d'abord que ces pages soient numérotées et lui donner une table des matières. Il en est de même pour un disque. À sa fabrication, il est complètement vierge. Pour que l'ordinateur puisse se repérer sur le disque, il a besoin de numéros de pages et d'une table des matières. La mise de ces renseignements sur un disque s'appelle le formatage. Ce formatage consiste à diviser le disque en plusieurs pistes, tout comme des chapitres, et à diviser ensuite chaque piste en plusieurs secteurs, les pages. On réservera un ou plusieurs de ces secteurs à une table des matières, ou catalogue. Dès qu'un disque contient ce formatage, l'ordinateur peut accéder directement à n'importe quel secteur pour lire ou écrire les renseignements. Cela veut dire que quand vous tapez « Save » et le nom du programme, l'ordinateur conserve très facilement votre programme sur une partie du disque à son choix. Et quand vous tapez « Load » et le nom du programme, l'ordinateur ira tout aussi facilement chercher votre programme de cette partie du disque et le charger dans sa mémoire. Bon. Alors dites-moi, est-ce que nous avons un disque qui a déjà un numéro de page et une table des matières? Oui, vous trouverez un disque préformaté à votre droite sur l'étagère. Ah voilà. C'est un disque Apple. Exactement. Et l'appareil est juste à côté. Ah bon. Alors mettez le disque d'abord, Yvon, et puis ensuite allumez l'ordinateur. Bon, alors voilà. Ça y est. Est-ce que je peux écrire un programme maintenant? Oui, oui, allez-y. J'aimerais utiliser celui qui répétait mon nom indéfiniment. Guillemets. F-O-U-R. Guillemets. Turn. 2. Go to 1. Et return. Voilà. Maintenant, pour l'enregistrer sur disque, il suffit d'écrire save. Oui, mais il faut aussi indiquer à l'ordinateur ce qu'on veut enregistrer ou garder, de façon à pouvoir le retrouver sur le disque par la suite. Il faut donc donner un nom au programme. Bon, eh bien, puisque c'était une boucle sans fin, je vais l'appeler boucle. Alors, save, boucle. Voilà. Alors, ce programme est maintenant sur le disque de façon permanente? Écrivez catalogue et vous le saurez. Ça y est. C'est extraordinaire, ce qu'on peut enregistrer sur ces disques. Oui, on peut enregistrer tout ce qu'on veut finalement. Pas seulement des mots et des chiffres, mais même des dessins, des graphiques, de la musique et bien d'autres choses. Il y a un disque de démonstration Apple sur l'étagère. Voilà, le voici. Insérez le disque et rallumez l'ordinateur. Alors, j'éteins, j'insère le disque et je rallume. Bon, et bien maintenant, écrivez catalogue et puis appuyez sur Return. C'est plus long que mon programme, hein? Appuyez maintenant sur la barre d'espacement pour voir la suite du catalogue. Écrivez ensuite Run, couleur, démo, pour charger le disque et exécuter le programme. Et return. Ça y est. Exécutez le kaléidoscope et vous verrez de très beaux dessins, Yvon. Alors, kaléidoscope numéro 3. Oh, dis donc, c'est vrai que c'est joli, hein? Maintenant, appuyez sur la touche ESC, puis et Return pour sortir du programme. Si vous voulez un peu de musique, écrivez Run, Apple Vision pour exécuter un autre programme du catalogue.
C'est comme si on avait son propre musicien avec soi. Et combien d'informations peut-on enregistrer sur un de ces disques? Un disque comme celui-ci contient approximativement 100 000 octets ou caractères. Si vous voulez compter en pages, c'est à peu près l'équivalent d'un livre de 50 pages, mais naturellement, il y a des disques plus gros qui peuvent contenir des millions de caractères. Ça pourrait dire qu'on pourrait mettre une encyclopédie complète sur quelques-uns de ces petits disques. En fait, toute une bibliothèque. Oui, c'est vrai, mais en plus, une fois que l'information a été enregistrée électroniquement sur un petit disque, on peut la manipuler beaucoup plus rapidement que sous toute autre forme. La presse canadienne, à Toronto par exemple, classe les nouvelles avec un système de classement électronique qui est l'un des plus perfectionnés au monde. L'agence de presse canadienne a vu le jour il y a une soixantaine d'années. Nous avons pour tâche de recueillir les nouvelles issues des 4 coins du monde par le biais d'autres agences et au Canada par l'entremise de journaux affiliés. Avant l'introduction d'ordinateurs dans le fonctionnement de l'agence, nous inscrivions toutes les nouvelles qui passaient sur des feuilles de papier que nous entreposions au sous-sol dans des classeurs répertoires. Tout était classé par catégorie, mais si quelqu'un voulait ressortir une vieille histoire, un journaliste devait descendre, prendre le bobinoir et se mettre à dérouler toutes les feuilles de nouvelles. Il fallait des heures, si ce n'est des jours ou des semaines, pour trouver les éléments valables. Aujourd'hui, l'information est stockée électroniquement. Il suffit à un journaliste de taper les mots-clés pour avoir accès à tous les éléments de nouvelles contenant ces mots-clés en quelques secondes. Ce système est en vigueur à l'agence de presse canadienne depuis 1974. Une base de données, c'est ni plus ni moins qu'une collecte, un groupement de mots, d'informations, de chiffres, sous une forme telle qu'un ordinateur puisse extraire, récupérer l'information contenue à partir de méthodologies diverses. La plupart des bases de données, prenons comme exemple celles dont on dispose dans les bureaux ou chez les particuliers, contiennent des noms, des adresses et des numéros de téléphone. Les informations correspondent à certaines catégories, disons que pour l'envoi de cartes de Noël, par exemple, si vous classez les noms dans une rubrique et les adresses dans une autre, il est évident que vous ne trouverez pas le 200 rue Yonge dans la rubrique nom, puisque les données sont dans une autre rubrique. De nombreuses bases de données sont programmées selon ce système de niveau simple. À partir de là, il existe un second niveau, la base de données à clé de recherche, où l'homme intervient. Une personne s'assied, prend l'information et on fait le tri. Elle se dit alors, voilà 3, 6 ou une douzaine d'index clés. Prenons par exemple une pluie acide tombée sur le sud de l'Ontario. On indexe les mots acide, pluie, Ontario, sud, et il suffit de chercher au mot acide ou pluie pour retrouver l'information. Les systèmes QL et par conséquent les téléscripteurs visent à la recherche du langage naturel. Le principe de fonctionnement est le suivant. Le système absorbe tout ce qui sort de notre réseau de nouvelles, soit de 250 000 à 1 million de mots par jour, et il indexe tous les mots un à un. Par exemple, le mot acide passe. Il le prend et se demande « N'ai-je pas vu le mot acide auparavant ?» Il consulte son petit index où le mot acide a été stocké. Nous appelons ça un dictionnaire. Et il se dit « Oh oui, j'ai déjà vu ce mot 23 948 fois. Ça va faire 23 949 fois. Et je vais le stocker là-dedans. » Donc, si vous voulez effectuer une recherche sur pluie et acide, il vous trouve tous les endroits où des informations sur les pluies et les acides sont répertoriées. Par triage, on détermine quelles informations contiennent les deux mots à la fois. Cela restreint le champ de recherche. Effectuons le même travail à partir de 3 mots. Prenons par exemple acide, pluie et Bill Davis, Premier ministre de l'Ontario. Je vais m'assurer d'abord que les mots recherchés sont bien là. On les voit facilement en diminuant la luminance de l'écran. Apparaissent alors Davis et pluie acide. Pour examiner la page suivante, il me suffit d'appuyer sur la touche renvoi. Si je continue, ça passe au niveau 2, la seconde information, où il m'est également possible d'aller chercher directement l'information la plus ancienne. Par exemple, en ce cas, au numéro 24. Je compose 24 et je retrouve une information datant du 22 mai 1981. La machine étant stupide en soi, tout est fonction de l'intelligence de l'opérateur.
Les systèmes de données de base professionnels comme celui-ci sont abordables. Ça coûte $1, $1,50 la minute. Il faut non savoir exactement ce qu'on veut et comment on désire l'obtenir avant de pianoter. De cette façon, même si vous devez payer, disons, $90 de l'heure, une recherche vous prendra de 3 à 5 minutes en utilisant cette base de données, soit une dizaine de dollars en tout. Vous savez ce qui serait fantastique? Ce serait de pouvoir disposer d'un système de classement comme celui-là. N'est-ce pas? Mais vous pourriez peut-être en avoir une version miniaturisée chez vous, Yvon? Vous croyez? Bien sûr. Qu'est-ce que vous voudriez conserver? Moi? Je sais pas. Mon carnet d'adresse, par exemple. Je pourrais classer les noms par ordre alphabétique. Oh, attendez, j'avais presque oublié. Les nouvelles pièces de ma collection. Tiens, voilà. Ah, je pourrais peut-être classer tout ça. Sûrement, c'est un jeu d'enfant. Vous pourriez même trier les pièces par pays, par date, par valeur, comme vous voulez. Magnifique. Je pourrais tout simplement écrire une description de chaque pièce et j'enregistrerai ces renseignements sur le disque. Eh bien non, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche, malheureusement. Et pourquoi? Parce qu'il ne faut pas confondre les programmes et les données. Les programmes et les données? Et quelle est la différence? Les données sont des renseignements, de l'information que l'on veut conserver, comme par exemple une description de chaque pièce de votre collection. Mais on ne peut pas enregistrer ces renseignements tels quels. Pourquoi? Eh bien parce que seul un programme peut indiquer à l'ordinateur comment structurer et classer ces données et où enregistrer chaque article sur le disque. Souvenez-vous bien de ce principe, Yvon. Ce sont les gens qui enregistrent les programmes et les programmes qui enregistrent les données. Alors ça veut dire qu'il faudrait que j'écrive un autre programme? Effectivement, vous pourriez, mais ce n'est pas nécessaire, car il existe déjà des programmes de classement extrêmement faciles à utiliser. L'Atari que vous voyez là-bas en a déjà un qui est chargé. Atari, File Manager, Main Menu. Maintenant, Yvon, il faut commencer par créer un formulaire qui permettra d'enregistrer tous les détails concernant votre collection de pièces. Inscrivez le numéro 2 pour le faire apparaître. 2. Field Name, qu'est-ce que ça veut dire? Field Name signifie littéralement nom du champ. Et un champ, c'est le plus petit élément d'information dont on peut disposer sur un sujet donné. Par exemple, le pays d'origine, la date et la valeur de vos pièces constitueront des champs distincts. Et len? C'est la longueur. Le formulaire a été fait de telle sorte que vos descriptions puissent comporter jusqu'à 20 caractères. Et index pays? Ça signifie que lorsque vous fournirez les détails sur vos pièces, l'information sera classée dans l'ordre alphabétique des pays. Ah bon, ben ça c'est pratique, hein? Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? Commencez à remplir votre formulaire. Pour le faire, il faut rappeler le menu des enregistrements. Appuyez 2 fois sur le bouton Select. 2 fois. Maintenant, vous avez besoin du numéro 1, Enter Record. Bon, alors... 1. Alors, États-Unis, 1964, 50 cents. États-Unis, 1964, return, et valeur 50 cents. Et return. Maintenant, Yvon, pour enregistrer ces renseignements dans l'ordinateur, appuyez sur la touche Start. Voilà. Et maintenant, les renseignements sur votre deuxième pièce. Canada. C-A-N-A-D-A, return, 1857, return, 1 cent. Et start. Et ça enregistre. Alors, France. 1953. Alors, 20. 20 francs. Et maintenant, l'Angleterre. $127, 6 pence.
Voilà, c'est fait. Bon, appuyez maintenant sur Select pour retourner à Record Menu, c'est-à-dire au menu des enregistrements. Voilà. Bon, vérifions pour voir si vos pièces sont classées alphabétiquement par pays. Et pour ça, tapez le numéro 6. Mais dis donc, il connaît son alphabet. Si vous voulez vérifier ce que vous avez mis en filière, retournez au menu, Select, tapez le numéro 2, appuyez sur Start. Start. Et continuez à appuyer sur Start pour voir les enregistrements subséquents. Formidable. Ah! Est-ce que l'ordinateur serait capable de classer mes pièces par année? Très facilement, oui. Retournez au menu principal. Bon. Voilà. En ce moment, Yvan, vos pièces sont classées par pays. Pour les classer par année, tapez le numéro 3. Et maintenant, il faut que j'inscrive date. Et return. Maintenant, faites juste la lettre L pour la longueur et return 2 fois. Bon. L pour longueur et return 2 fois. C'est ça. Maintenant, l'ordinateur reclasse vos pièces par année. Vous voyez? Ah oui, je vois le curseur se promener. Bon. Retournez maintenant au Record Menu et Review Index. Record menu. Review index, numéro 6. Oh, c'est fantastique. C'est incroyable. Et comme nous l'avons vu à la presse canadienne, c'est juste un aperçu de la manière dont on peut trier, classifier, organiser les données avec un bon fichier informatique. C'est vraiment très impressionnant. Mais, savez-vous, il y a tellement de mots nouveaux pour moi, là. Base de données, fichiers, champs. Je dois admettre que je me sens un petit peu perdu. J'imagine. Mais peut-être que ce court documentaire va vous permettre de vous y retrouver. L'ordinateur a un vocabulaire spécial pour emmagasiner l'information. Tout d'abord, il fait soigneusement la distinction entre ceci, qu'on appelle un programme, et les renseignements que vous fournissez à ce programme, ou les renseignements que ce programme vous donne, et qu'on appelle les données. On les appelle données parce que ce sont des renseignements que vous fournissez, ou qui vous sont donnés. Quand un ensemble de données est organisé de façon systématique, on l'appelle une base de données. En d'autres mots, une base de données est comme un classeur qui contient beaucoup de fichiers, dont chacun contient beaucoup de blocs d'informations ou d'enregistrements. Et chacun de ces blocs contient des renseignements détaillés sur cet enregistrement. On les appelle des champs d'information. Par exemple, si vous aviez des renseignements au sujet de tous les élèves d'une école, de tous les livres et de tous les crayons, et si tous ces renseignements étaient reliés les uns aux autres de façon systématique, vous pourriez alors appeler cela une base de données. Les renseignements à propos d'une classe d'élèves pourraient s'appeler un fichier, et les renseignements au sujet d'un élève en particulier pourraient s'appeler un enregistrement, tandis que chaque élément d'information au sujet de cet élève pourrait s'appeler un champ. Comme des boîtes qui se mettent l'une dans l'autre, un champ se loge dans un enregistrement se loge dans un fichier, et un fichier se loge dans une base de données. Alors, une base de données, c'est tout simplement un système de classement électronique. C'est ça. Et si vous le désirez, vous pouvez posséder votre propre base de données grâce à un programme tout fait comme le File Manager d'Atari. Il existe des programmes de ce genre pour tous les micro-ordinateurs. Ils permettent de faire à peu près la même chose. Bon. Alors maintenant, je sais non seulement transférer l'information d'une cassette ou d'un disque vers l'ordinateur, mais également dans l'autre direction, c'est-à-dire de l'ordinateur vers la cassette ou le disque. C'est exact. Et dans notre prochaine émission, nous découvrirons les modems. Et nous examinerons les différents réseaux d'ordinateurs.
Il y a donc 3 types courants de réseaux d'ordinateurs. À unité de disque en commun, à babillard électronique et à base de données. Alors, je vous dis à la prochaine au nom de toute l'équipe d'Octopus. Au revoir. À bientôt.